Eden Express par Eric Vincent. Sensation d'être brinque-ballé dans une vieille diligence, un carrosse sous suspension usé par les courses dans la steppe arctique. Claquement caractéristique d'un roulement répétitif. Un train, à coup sûr, l'un de ces antiques tacos poussifs à la gueule rougeoyante gavée de houille pelletée dans le tender. Des formes filtrées entre les cils des paupières hésitantes. Banquette sans âge, au sky élimé jusqu'au ressort d'assises. Miroir hautain effrité, vitres encrassées par la vapeur suifeuse vomie par la locomotive. Rideaux fissurés, déchiquetés, à force d'avoir été manipulés pour masquer les secrets d'alcôve de voyageurs cloîtrés ou d'amoureux transis. Le rideau tomba sur l'inconscience. Du mouvement à 12 heures, sur les sièges en vis-à-vis. Longue forme blanche aux gestes posés, mesurés. Une voix. Piotr? La voix d'un homme empreinte de sagesse, d'assurance. Il se déplia, s'approcha du dormeur qui s'éveillait lentement et s'accroupit à ses côtés. Restez allongé, prenez votre temps pour reprendre conscience. À la vitesse où ça se bousculait dans sa tête et dans son corps, il observerait la consigne à la lettre. Je suis le docteur Sergueï Anatoli Mendeïev. Vous avez perdu connaissance dans le wagon-bar. Le praticien avait ses instruments à portée de main, dans la sacoche. Stéthoscope autour du cou, tensiomètre en main, il mesurait ses constantes avec les moyens du bord et tentait de cerner la cause du malaise vagal. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Spatule en bois, lampe de poche, le médecin inspectait la gorge du patient à la recherche d'indices. Il racla le palais avec une mèche de coton disposée au bout d'une tige d'acier et la plaça dans un réactif. Je cherche un staphylocoque. Certaines angines sont vicieuses, elles génèrent parfois des syncopes. Une fois arrivé à Vladivostok, je vous conseille de faire une analyse de sang. Vous souffrez peut-être de carence en calcium ou en magnésium, ou d'autre chose. J'espère rien de grave, mais vous avez une mine effroyable. Paroles rassurantes, discours médical aseptisé. Vladivostok? Oui, c'est le terminus. C'est bien votre destination finale. Je... je n'en sais rien. Oh. Sergueï fronça les sourcils. Comment vous appelez-vous? Piotr, vous l'avez dit. Mais encore, votre nom de famille? Mon nom de famille? C'était une question piège à 1 million de roubles. Je m'appelle Piotr... Piotr... Sergueï pâlit. Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? Là, c'était l'overdose d'interrogations. Sa cervelle avait beau avoir été chahutée, elle était opérationnelle. Pourquoi diable se heurtait-il à des portes closes? Il n'éprouvait même pas cette sensation frustrante d'avoir l'information sur le bout de la langue, ni avec le vide. Chaque question revenait à se pencher en avant au-dessus d'un précipice sans fond. Une effroyable attirance vers le plongeon radical. Je ne sais pas. La porte s'ouvrit sur une sérénade de grincements. Une jeune femme, au type estonien marqué, blonde aux yeux bleus bridés, pommettes saillantes, rondeur manifeste, se présenta dans l'encadrement avec un sourire de magazine. Piotr, tu vas mieux? Vous êtes sa femme? Demanda Sergueï. Oui. Sergueï se tourna vers le patient toujours allongé. Vous la reconnaissez? Piotr la dévisagea, traquant chaque once de souvenir dans sa mémoire. Rien à faire. Il l'enrageait, suffoqué, indisposé par le ridicule de la situation. Comment pouvait-il avoir perdu la mémoire avec une simple syncope? Cela défiait l'entendement. Non, je la reconnais pas. La poupée russe se décomposa à vue d'œil. Mais, Piotr, c'est moi, Svetlana, ta femme. Désolé. Le médecin ausculta le crâne du jeune homme sous toutes ses coutures. L'examen visuel et tactile. Aucune anomalie visible ou sensible n'expliquait l'amnésie. Svetlana poussait des cris d'exclamation, déversait leur vie commune dans les oreilles du malade, comme autant de preuves de leur lien, de missiles voués à exploser les murailles érigées par son subconscient. Devant son énervement, son abattement, Sergueï la pria de quitter le compartiment et l'accompagna pour la calmer. Il lui serina que l'état de Piotr était, il le pariait presque, transitoire, éphémère. Dans quelques minutes, il aurait recouvré ses esprits et le puzzle de ses souvenirs, éparpillés par le choc de la chute ou par un quelconque virus symptomatique, se reconstituerait progressivement. Elle était abasourdie, résignée et peu convaincue par les dogmes du médecin. Elle avait toujours redouté ce rejet marital,
et il survenait fort à propos. Piotr s'était redressé avec 1000 peines et adossé dans l'angle formé par la banquette et la fenêtre. Le paysage défilait au pas de loi, avec lenteur et majesté. Nulle habitation, nulle âme humaine ou animale ne rompait la monotonie des steppes mornes et planes. Le nez collé à la vitre, le jeune Russe se laissait gagner par un océan de solitude glaciale, une folle gangrène de frayeur et d'excitation mêlée. Comment pouvait-il incarner la vie et la naissance en un seul tout, en une seule fraction de seconde? Il avait donc une épouse, Svetlana, jolie mais inconnue au bataillon. Qu'avait-il en commun? Elle avait débité des noms, des lieux, des dates, mais il n'avait rien retenu, trop anéanti par son état. Il examina ses doigts. L'annulaire gauche s'ornait d'une alliance. Elle ne mentait pas. Avait-il des enfants? Où vivait-il? Que faisait-il dans ce train? Où se trouvaient ses bagages? Tout se bousculait. Et un événement inattendu acheva de le clouer sur place. Chérie, j'ai fait tout le train pour te retrouver, mais où es-tu passé? La voix venait d'une petite brune aux yeux bleus de type caucasienne. Elle entra dans le compartiment, s'assit à ses côtés et se blottit contre lui. Il tenta de se dégager à sa grande surprise. Piotr? Mais pourquoi m'évites-tu? Cette fois il exulta. Mais qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Docteur! Docteur! Il hurla à gorge déployée, au bord de la crise d'apoplexie. Sergueï accourut. Qu'avez-vous? Piotr était en pleine crise de panique. Il tremblait, il bégayait, il cherchait ses mots, butait sur les verbes, en proie à un manque total de contrôle. Dans le bombardement d'informations, le médecin comprit que Tania, la jeune femme aux accents de l'Oural, était l'épouse de Piotr. Face à l'urgence médicale, le docteur Mendeïev administra un tranquillisant par voie intraveineuse. Sans effet, il doubla puis tripla la mise avant de calmer son patient. À moitié shooté, Piotr capta des bribes de conversation. Sergueï tentait de démêler l'imbroglio. Les deux épouses se disputaient vertement et âprement le statut d'officiel. Elles fourbissaient des documents, des extraits de mariage, exhibaient des photographies en compagnie de leur homme, montraient des quittances de loyer, des factures de téléphonie, comme si elles avaient embarqué l'intégralité de leurs archives administratives et familiales dans leurs bagages. Pire, dans leurs valises respectives se nichaient des vêtements masculins appartenant à Piotr, avec des tailles identiques, des coloris et des coupes similaires. Svetlana, tout comme Tania, poussait le vice à coudre le prénom et le nom de leur cher et tendre amoureux sur chaque t-shirt, slip ou chaussette. Sergueï s'avérait incapable de déterminer laquelle des deux mentait. Il les haranguait en les suppliant de se taire, ou au minimum de se calmer, pour préserver la tranquillité et la santé de Piotr. Peine perdue. Le couple de harpies s'enguirlandait à qui mieux mieux, tant et si bien que deux contrôleurs du train, alertés par l'esclandre, furent dépêchés et mandatés pour séparer les belligérantes. Sergueï ne put s'empêcher de penser à voix haute dès qu'elles furent envoyées armes et bagages en main dans des compartiments séparés par deux voitures entières. C'est une histoire de fou. Deux femmes. Et le pauvre n'a ni souvenir de l'une ni de l'autre. Il revint à des considérations plus terre à terre et prit soin de Piotr. Vous m'entendez? Le jeune homme affalé hocha sensiblement la tête. Écoutez, je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse vous aider à démêler ce sac de nœuds. Moi, je m'occupe de votre santé. Vous n'avez pas de soucis avec la police, selon-vous? Je ne sais pas. Bon, ok. Nous allons faire comme si vous n'en aviez pas. Je vais tenter de contacter les autorités grâce à la radio du train et nous saurons bien quelle est votre situation. Tranquillisez-vous, reposez-vous, je m'occupe des formalités. L'essentiel est que vous arriviez à bon port et en bonne santé, d'accord? Ok. Piotr n'était pas en mesure de contester quoi que ce soit. Sa cervelle était incapable d'analyser la moindre information ni de prendre la moindre décision. Elle était devenue une machine à distiller une mélasse sirupeuse à la limite inutile. Il s'enfonça dans la banquette et ferma les yeux, anéanti par les sédatifs. Visage angulaire, regard gris acier, imposante stature et chapka enfoncé jusqu'aux oreilles. Nikolai Ilitch Anastasiev était le portrait craché d'un gardien zélé de goulag. Et pour cause, il avait réellement exercé cette activité dans sa prime jeunesse. Avec la perestroïka, la glasnost, l'effondrement de l'Union soviétique et l'avènement tardif du capitalisme, il s'était lancé dans l'activité de détective privé. Peu à peu, son bureau moscovite avait connu un succès reposant sur des méthodes sérieuses, de la discrétion et des tarifs raisonnables, voire attractifs. 5 années plus tard, cet enfant de la balle avait ouvert 3 autres agences Hammer, à travers tout le pays.
Ses affaires étaient florissantes, mais il gardait la tête froide et mesurait ses dépenses professionnelles. Ainsi, il préférait le transsibérien économique au coûteux mais rapide Tupolev pour le conduire d'un bout à l'autre du pays. Un contrôleur se présenta à son compartiment. Réflexe naturel, il tendit son billet. L'employé des chemins de fer déclina le carton estampillé. Vous êtes détective? Oui, pourquoi? Un médecin aurait besoin de vos lumières pour résoudre une affaire délicate. Vous pourriez lui consacrer quelques minutes? Une enquête à bord d'un train? Pourquoi pas? Après tout, ne tenait-il pas sa version du crime de l'Orient Express? N'incarnerait-il pas un Hercule Poirot des temps modernes? Il tenait peut-être l'occasion d'accéder à la célébrité. Il quitta son siège, s'empara d'une mallette en cuir anthracite et emboîta le pas du contrôleur. Ils traversèrent plusieurs voitures aux rares occupants, le bar où s'accoudaient quelques dandys de la bourgeoisie moscovite, des fonctionnaires sous-payés et des ouvriers sans le sou. Ils touchèrent au but, voiture 13. Un homme était étendu sur une couchette, inerte. Un crime? Le conducteur du convoi, les yeux rivés sur les rails, fendait la brume naissante de ses yeux aguerris et des phares puissants de sa locomotive. À bord du train 7457, rien ne lui échappait. Il était le seul maître à bord, le seul à engager sa machine sur la voie, le seul à trancher tous les litiges, et l'unique employé habilité à mener les passagers jusqu'à leur destination finale. Sans quitter le ballast et les traverses des yeux, il s'empara de la radio. Il appuya sur un bouton et lança. « Allô, vous m'entendez » Une voix féminine, suave, coupera le grésillement. « Je vous écoute. Nous avons un problème à bord. »« Quel genre ?»« Nous avons un passager de trop. »« C'est plutôt une excellente nouvelle. » Un passager clandestin, monté en cours de route. La voix s'étrangla, muette. Déglutissement, souffle court, le temps d'accuser le choc. Analyse, réflexion, première question. Vous l'avez identifié? Impossible. L'unique personne en mesure de le faire est en incapacité. Temporaire? C'est difficile à dire. Il faut déterminer qui appartient à nos services. On s'y emploie. Comment? Un enquêteur est à bord. Il traîne une réputation féroce et... Oh bon sang! Que se passe-t-il? Le conducteur pâlit à la lecture de ses cadrans. Il contrôla une fois, deux fois. Il actionna la pédale de frein. Aucun ralentissement. Il appuya sur la gage de la radio. Le train prend de la vitesse, je n'ai plus le contrôle. Ils l'ont piraté? Je n'ai pas d'autre explication. Ils veulent nous prendre de vitesse. Que votre homme lève le voile sur la vérité et au trot. Oui, majesté. La locomotive hoqueta et fit une embardée sensible et franche. Les aiguilles s'affolèrent. Des yeux espions s'étaient immiscés à bord. Ils agissaient avec détermination. Les affréteurs ne l'entendaient pas de cette oreille. Le paysage pétrifié défilait à toute allure. Nikolai, malgré une solide expérience dans l'art de l'interrogatoire, n'avait pas soutiré de renseignements exploitables des dires de Piotr. Toutefois, il avait noté une différence fondamentale dans les réactions du jeune homme. Tant qu'il tentait de percer sa mémoire, tant qu'il l'invitait à réunir les pièces du puzzle, Piotr demeurait calme. Dès que le détective l'entraînait sur le terrain des deux épouses supposées, l'amnésique exultait, paniquait, tremblait comme une feuille, contrecarrant les effets assommoirs des calmants que le médecin lui avait administrés. C'est pour cette raison que Nikolai supposait avoir affaire à une illégale mais banale histoire de bigamie. Les deux femmes avaient sûrement été embobinées par le jeune russe aux yeux perçants. Néanmoins, il devait contrôler la véracité de sa théorie en cuisinant les deux épouses à sa manière. Il fit libérer deux compartiments contigus et prit soin de les occulter en totalité. Il pria Igor Stravinsky, le contrôleur du convoi, d'aller cueillir les deux fleurs dans leurs wagons respectifs. Alors que le préposé du train s'engageait dans le soufflet séparant deux voitures, il fut interrompu par un appel sur son talkie-walkie. Il rebroussa chemin et tendit le radioémetteur à l'ancien maton du goulag. « C'est pour vous. »« Pour moi? Qui est-ce? » ?»« Le conducteur du train. »« Ah, d'accord. »« Allô? Je suis Vassili, le conducteur. Nous avons un problème. Très grave. Et de votre enquête va dépendre sa résolution. » »« Quel type de problème? » ?»« Eh bien, terroriste. Nous n'avons plus la maîtrise du convoi. » La déclaration le prit de court. Terrorisme? D'un coup, la théorie de la bigamie lui parut soudain bien fade. Son professionnalisme reprit le dessus. Je vois. L'une des femmes est une menteuse et l'instigatrice de l'acte de piraterie. Combien ai-je de temps? Au rythme où nous progressons, s'il ne pousse pas la locomotive, 1 heure, maximum. D'accord.
Nikolai appréciait l'exactitude et la pression pour travailler. Allez me les chercher rapidement. Ok. Le contrôleur pressa le pas. Nikolai remonta ses manches. Il ne faisait jamais d'omelette sans casser des œufs. L'Est et l'Ouest, malgré la chute de l'Empire communiste, conservaient de profondes dissemblances. Cependant, les méthodes pour contrer les terroristes les confondaient. Le détective avait cadenassé Svetlana dans le compartiment contigu à celui dévolu aux interrogatoires, histoire qu'elle jouisse des hurlements de sa concurrente au rôle d'épouse légitime dans la famille Tetaïev. Elle avait été servie au-delà de toute son imagination. Nikolai avait fait parler la terreur psychologique, les sévices corporels dont les principaux attraits étaient la cruauté sans trop de traces visibles. La porte s'ouvrit avec fracas. Tania fut précipitée contre une banquette, sans ménagement. Svetlana, malgré leurs différends, ne se réjouit point de constater dans quel état elle se trouvait. Son visage était boursouflé, bleui. À force de coups, elle ne saignait pourtant pas. Elle était hébétée, anéantie, méconnaissable. La poupée russe avait laissé plusieurs couches de sa volonté. Nikolai empoigna Svetlana avec brutalité. Il lui avait laissé les secondes nécessaires pour frémir, pour se faire une idée de la torture, mais pas assez pour émettre des hypothèses. Il la cloîtra dans le premier compartiment. Il y faisait un froid sibérien, et pour cause. La fenêtre était grande ouverte et le vent enneigé, durci par la vitesse du convoi, s'engouffrait sans vergogne dans l'espace de vie. La question rituelle arriva comme un scud. Ton nom et ton prénom. Tataïev Svetlana, répondit la jeune femme. Une gifle magistrale sanctionna la réplique. Mauvaise réponse. Je vais te rafraîchir la mémoire, petite terroriste. Il l'agrippa par les cheveux et la plaqua, le buste et la tête hors du train. Elle se débattit en pure perte. Nikolai était un colosse aux mains taillées comme des mâchoires de bulldozer. La baffe du détective ne fut qu'une caresse comparée au déferlement de froidure sur la peau. Svetlana le supplia de stopper, mais il s'en moqua comme de sa première chapka. Il la maintint une bonne minute, jusqu'à ce qu'elle ait changé de couleur et qu'elle ait enflé comme une baudruche. Il la redressa et la baffa de nouveau. Ton nom et ton prénom. La litanie reprit avec la même conviction. Nikolai recoupa les dires de Tania et de quelques témoins grâce aux questions subsidiaires. Svetlana était aussi coriace que Tania. Il poursuivit le régime de terreur froide pendant une dizaine de minutes. Au bout du compte, il dut se rendre à l'évidence. Les deux jeunes femmes déballaient une histoire en tout point identique. Impossible de les départager. Le temps jouait contre lui. Leurs témoignages concordaient à la perfection et de mémoire d'enquêteur, il n'avait jamais entendu des dépositions rigoureusement jumelles. Un doute s'empara de ses tripes. Muni de son téléphone portable sur lequel il avait pris des clichés de Piotr et des deux légitimes, il traça à vive allure dans les wagons, faisant une halte auprès de chaque voyageur et se sacrifiant au rituel. Avez-vous vu cet homme? Si oui, avec cette femme ou avec celle-ci? Soit l'interviewé n'avait pas remarqué Piotr, soit il se souvenait de l'avoir croisé dans un couloir ou au bar, mais jamais en compagnie de Tania ou de Svetlana. Un vieux professeur lui fit une réflexion qui lui mit la puce à l'oreille. Oh, mais je m'en souviens parfaitement, j'ai eu quelques difficultés à monter ma valise dans le compartiment à bagages. Il désigna l'objet dans le filet. Nikolai haussa les épaules. La valise en carton n'avait pas l'air peu bien pesante. Lui et sa compagne se sont presque disputés pour m'aider. Enfin, j'exagère, mais ils se sont pliés en quatre pour me soulager. Sa compagne. Était-ce cette femme ou celle-ci? Les clichés défilèrent sous le nez de l'enseignant en retraite. Ah, ni l'une ni l'autre. C'était une petite femme au type finlandais, roux foncé, les cheveux attachés en chignon, les pommettes rougeaudes. Une autre femme? Une troisième? De la trigamie? Non, alors là, il n'y croyait pas une seconde. D'ailleurs, où se terrait cette rouquine? Une drôle de sensation le prit au ventre. Un truc sonnait faux. Était-ce le paysage qui tournait en boucle comme dans un vieux polar des années 50? Était-ce cette surenchère de vie conjugale? Le personnel du transsibérien? Les usagers du train? Il arpenta les voitures, dévisageant les voyageurs, auscultant leur comportement, leur visage, leurs bagages. Leurs visages. Tous des teints cireux, des tronches crayeuses, comme si l'air était vicié. Il leva les yeux. Vieille valise en carton. À côté, une autre antiquité du même genre. La suivante ne dépareillait pas. Il tourna la tête à s'en dévisser les cervicales. Que des vieilles valises en carton moisi, bouilli, usées à la corde, de taille et de forme semblables. C'est aussi invraisemblable qu'improbable.
Il fila dans son propre compartiment et constata avec stupéfaction que ses propres effets avaient été emballés dans une valise issue du même fabricant, avec autant d'heures de vol. Il était pourtant certain d'avoir usé d'une de ces valises à roulettes et à poignées télescopiques. Un modèle bleu marine, pourvu d'un système de scratch pour agripper et transporter son ordinateur portable. Plus rien de tout ça. Il sortit en tromble et héla le contrôleur du train, Igor. Hé, vous? Moi? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce train? Que voulez-vous dire? L'attaque terroriste? Non, 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 non. Je parle d'autre chose. Il y a un truc louche. Dans votre enquête? Oui, mais pas seulement. Il semblerait que les deux épouses soient aussi fausses l'une que l'autre. Il y aurait une troisième personne. Oula, ça se complique et le temps presse, hein. Le temps presse peut-être, mais ce train ne court pas de danger terroriste. Ce train n'est pas normal. Où sont passés les bagages? D'où sortent ces vieilles valoches usagées? Je n'ai plus ma valise. Tous les passagers ont la même dotation, et pire, ils ont tous la même tronche d'enterrement. Vous avez une explication? Regardez la tête que j'ai. La nuit tombait peu à peu, et les glaces du transsibérien faisaient office de miroir. Les visages s'y révélaient émaciés, maladifs, calqués sur des caricatures. Igor, le contrôleur, échappait à la règle. Il restait pimpant, avenant, vif. Les autres passagers étaient abattus, résignés. Nicolas se sentit faiblir, terrassé par une lassitude soudaine. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez résolu l'énigme. Comment? Les deux femmes sont les deux terroristes. Elles ont éliminé la véritable Madame Tataïev, sûrement dans l'idée de détourner ce train de son but. Bon, nous allons les expulser. Les expulser? Les jeter en marche? Oui, pas le choix. Mais, enfin, même les terroristes ont droit à un procès, s'offusqua le détective. Nous vous remercions pour votre aide. Regagnez votre compartiment. Nous allons prendre l'affaire en charge. Nous? Qui nous? Vous seul? Vous contre des terroristes? Vous voulez leur faire avouer comment le train est manipulé? Non, nous allons les expulser, voilà tout. Ça vous rendra pas le contrôle du train. Si. Asseyez-vous à votre place, Nikolai. Vous êtes fou allié. Ou alors, ou alors, vous m'avez manipulé. Asseyez-vous. Le détective reçut un nouvel accès de faiblesse en pleine jambe. Il chancela et s'affala sur sa banquette. Qu'est-ce, qu'est-ce qui m'arrive? Igor soupira et finit par concéder. Vous approchez de la fin du voyage. La fin? On arrive à Vladivostok? Déjà? Non, non, pas ce voyage. Un autre voyage. Je suis en train de crever, hein, c'est ça. On est tous en train de crever. C'est un foutu train de la mort. On a été drogué? Gazé? Nikolai, laissez-moi régler cette affaire et je reviens éclairer votre lanterne. Reposez-vous quelques instants. Le contrôleur prit congé. Nicolas tenta de recouvrer ses esprits et de se lancer à sa poursuite afin de comprendre, afin de s'assurer de l'élimination de toute menace. Mais il en fut incapable. Sa cervelle bouillait sans pouvoir aligner deux idées cohérentes d'affilée. La porte s'ouvrit d'un coup sec, le sortant de sa torpeur maladive. Igor arborait un sourire d'aise. Le train est sauvé. Sauvé? Oui, les démons ont été éjectés. Les quoi? Les envoyés de Satan. Ah, c'est comme ça que vous nommez les terroristes chez vous? Ah, vous en êtes encore resté avec cette histoire de terroriste. Je vous ai promis la vérité, je vous la livre. Ce train ne file pas droit sur Vladivostok. Il roule vers le paradis. C'est l'Eden Express. Quoi? Oui, je sais, c'est dur à comprendre et surtout à admettre. Les deux fausses épouses Tataïev étaient deux agents du mal, un chargé d'infiltrer le train, d'en prendre le contrôle. Comment dire, en instillant le mal absolu dans les âmes convoyées et en contrôlant mentalement sa destination. Elles ont tout d'abord éliminé Irina Tataïev, la légitime. Nous avons retrouvé les restes de son âme anéantie, enfermée dans un local technique de la locomotive. En retirant un passager, les deux complices nous conduisaient à l'hypothèse que l'une d'elles était la vraie et l'autre une usurpatrice. Le temps de distinguer la vraie de la fausse, le temps jouerait en faveur du mal. En réalité, elles augmentaient leurs chances de réussite à deux. Grâce à votre enquête, aux témoignages, nous avons compris les manigances de Satan pour corrompre et détourner le convoi. Mais je suis mort? Oui. Nous le sommes tous? Oui. La surprise avalée, Nicolas y poursuivit. Mais
Dans quel but Satan veut ce train? Vous connaissez le professeur Mendelssohn? Le généticien de l'immortalité, quadruple prix Nobel de médecine, bien sûr. Eh bien, depuis ses travaux, les humains ne meurent plus de vieillesse ou de maladie. Mendelssohn a provoqué une pénurie d'âmes au paradis et en enfer. En fait, il a pratiquement mis un terme au processus de réincarnation cher aux hindouistes. Le bien et le mal se livrent une lutte sans merci pour s'emparer des âmes des rares défunts. Les critères d'admission au paradis ont été changés et revus à la baisse. L'enfer a réagi en tentant de corrompre à tout va, en missionnant ses lieutenants sur la terre pour qu'ils incitent les terriens à éliminer par la violence, les armes à feu, leurs semblables que la science avait privés d'une mort programmée à moins de 10 décennies. Jusqu'à ce nouvel acte, un véritable sabotage. Vous voulez dire que les âmes sont devenues rares? Le diable a voulu détourner un convoi d'âmes? Exactement, Nikolai. Donc nous nous dirigeons vers le paradis. Eh oui, étonné? Le détective soupira. Son passé était entaché de sang, de violence, de haine, de corruption, d'exécution. Mais pas franchement le profil d'un ange. Bah, j'avais pensé finir en enfer avec le CV que je traîne. Dieu vous donne une chance de vous racheter. Je vois ça. Il marqua une pause et questionna. Où ont atterri les deux ennemis après leur éjection? Bah, en enfer. Nicolas y repensa aux interrogatoires, aux cris des femmes. Comment Dieu pardonnerait-il sa violence? Comment? La sécurité du convoi justifiait-elle cette violence? La fin justifie les moyens, seul le résultat compte, dit-on. Il fit une moue dubitative. Il avait résolu le mystère sans en être convaincu. Tout sonnait faux, vraiment faux. À part les femmes, presque sincères. Son compartiment se verrouilla instantanément. Il se jeta sur la poignée de porte. Sa main se consuma jusqu'au poignet. La douleur le propulsa dans l'inconscience. À l'avant du train, dans la cabine de pilotage, le conducteur reprit contact avec sa mystérieuse interlocutrice. Nous arrivons, ô Lucifia. Parfait. Notre maître Belzébuth se montrera magnanime avec toi. L'Eden Express bifurqua sur la droite à la hauteur d'un aiguillage. Il plongea dans les entrailles de la terre. Il fila dans la chaleur de la nuit avec à son bord, entre autres, Piotr Tataïev, un serial killer effroyable, le docteur Sergueï Anatoly Meneyev, célèbre inventeur d'armes biologiques, testeur invétéré sur des populations humaines, et une cohorte d'âmes toutes plus damnées les unes que les autres.